Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24 pour parler d'environnement. Actualité oblige, le 22 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la biodiversité. Biodiversité, contribuer au plan de développement, c'est la thématique que nous allons aborder tout au long de ce plateau spécial avec nos invités. Jean-François Alogo Andong, le directeur général des aires protégées de la biodiversité et de la prévention des conflits hommes-éléphants au ministère de l'Environnement. Et Eugène Ndong, coordonnateur business et biodiversité à l'ONG internationale WWF. Messieurs, soyez les bienvenus. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, pour commencer, nous allons revenir sur le cadre mondial de la biodiversité. Que dit-il et quels sont ses principaux objectifs, DG? Alors, le cadre sur la biodiversité, il faut d'abord savoir que c'est un traité qui a été signé par la plupart des pays membres. Et l'objectif, il est commun. C'est le même objectif, c'est celui de préserver la biodiversité, c'est-à-dire des espèces végétales et fauniques. Alors, vous qui représentez une ONG internationale, est-ce qu'au niveau du Gabon, le cadre mondial de la biodiversité est assez implémenté? C'est une question assez... Je dirais qu'elle pourrait être posée aux voisins de gauche. Je pense qu'en fait, actuellement, tout est mis en place pour que ce cadre soit effectivement mis en œuvre, notamment l'élaboration d'un plan national de biodiversité, qu'on appelle en anglais le NBCIAP. Voilà. Et il y a aussi d'autres actions, comme certains projets qui contribuent également à ce cadre mondial-là, et notamment le projet que nous avons au niveau du WWF, le projet BioDev 2030, qui est en phase 2, en vue de son lancement dans les plus prochains jours. D'accord. Avant de revenir sur ce projet, nous allons parler des écosystèmes du Gabon qui accueillent une biodiversité importante et vaste. On va dire, peut-on faire un état de lieu à ce jour? Combien d'espèces de plantes et d'animaux identifiés, répertoriés dans nos forêts? Alors, la question, elle est très pertinente. Cependant, dans notre pays, nous ne pouvons pas encore aller sur des statistiques définies. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plusieurs études qui sont menées par plusieurs entités et nous n'avons pas, ou bien ce que nous voulons actuellement réaliser, c'est d'harmoniser tout cela et avoir quelque chose, peut-être pas d'exhaustif, mais de fiable et de viable. Alors, qu'est-ce qui freine le processus pour un pays qui est, à l'échelle mondiale, ainsi très connu comme étant un fervent défenseur de l'environnement, qui n'arrive pas à répertorier ces espèces? En fait, rien ne freine le processus. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il y a des études un peu de manière éparse ou disperse. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de rassembler tout cela et puis, par la suite, mettre tout ça sur un seul cadre et avoir quelque chose de consistant. Et vous avez posé la question tout à l'heure sur qu'est-ce qui se fait au Gabon par rapport au cadre mondial. Il faut dire que lors de l'adoption du cadre mondial, il a été dit normalement que chaque pays membre devrait élaborer une stratégie nationale et plan national par rapport sur la biodiversité, appelé SPAN-B. Et au niveau du Gabon, justement, l'une des activités ou bien le travail qui sera fait, c'est exactement celui-là, c'est-à-dire de pouvoir quantifier tout ce que nous avons comme biodiversité dans notre pays. Alors, monsieur Ndong, on va peut-être parler de vos activités, celles de votre ONG à laquelle vous appartenez. Vous êtes implanté au Gabon depuis plusieurs années. Est-ce que vous, à votre niveau, vous faites des travaux de recherche pour répertorier les espèces? Je vous dis d'emblée oui. Et nous sommes au Gabon depuis 1991. Ça fait pratiquement 30 ans d'existence ou bien de présence aux côtés du gouvernement de la préservation de la biodiversité. Effectivement, nous réalisons un certain nombre de travaux. Et comme il l'a dit, il convient également de les mettre en cohérence parce qu'en fait, pour l'instant, chacun, j'ai envie de dire, chacun est dans son couloir. Il faut que toutes les couloirs, à un moment donné, se rencontrent et convergent vers l'objectif qui vient de penser, c'est-à-dire nous ayons tous une même vision. Et c'est la SPAN-B, cette femme-là, qui va faire en sorte que tous les acteurs contribuent à la mise en œuvre de cette SPAN-B et la mise en cohérence des différents projets ou bien des différentes actions qui sont menées. Alors DG, on va peut-être aller un peu plus de manière poussée. Est-ce qu'au niveau de votre direction, vous travaillez en collaboration avec les ONG qui sont sur le terrain en contact de la biodiversité? Effectivement. Alors là, pas plus tard que dans la journée,
j'étais sur le terrain avec 5 ONG, Plurmeya, la Croix-Rouge, les Amis du Littoral, les Amis de l'Aloe, qui sont des ONG qui font dans la restauration de la mangrove. Étant donné que nous célébrons en ce jour la Journée mondiale de la biodiversité, donc le thème est la restauration ou bien la restitution de la biodiversité, de la nature. Donc nous sommes donc allés au niveau de Mindoubé 1, planter au niveau de la mangrove, des mangroves qui sont dévastées dans ce coin. Donc c'est pour vous dire que nous travaillons avec tous les acteurs, aussi bien les ONG qui représentent les parties civiles, aussi bien les privés, parce que là aussi, nous avons rencontré dans cette activité deux sociétés privées qui nous ont appuyés dans l'exercice. Alors là, vous avez parlé des activités qui sont faites sur le plan local. C'est très intéressant. Vous êtes revenu sur la mangrove. La mangrove qui est détruite depuis plusieurs années, surtout au niveau de la province de l'Estuaire. On se demande pourquoi on détruit la mangrove chaque année. On ne voit pas, on va dire, de manière assez importante les autorités, surtout le ministère sur le terrain pour défendre cet écosystème. Pourquoi? Alors, cette question est récurrente. Pour y répondre ou bien donner quelques éléments, je vous dirais juste que le problème de la nature ou de la biodiversité, en fait, ne concerne pas qu'une seule entité. Donc, ne concernerait pas plutôt que l'administration de l'environnement ou l'entité VVF et autres. En fait, c'est une synergie parce que l'environnement est un secteur transversal. Et vous voyez, par exemple, vous me posez la question, ceux qui coupent la mangrove, pourquoi on ne voit pas dans l'administration? Ce n'est pas l'administration, on va dire de manière singulière. C'est une administration qui doit être composée non seulement de l'environnement, mais des autres sectoriels. Parce que l'environnement ne gère pas le foncier, l'environnement ne gère pas, par exemple, l'immigration, l'environnement ne gère pas la santé, l'environnement, ainsi de suite. Donc, là aussi, des séances de travail sont faites pour qu'ensemble, nous puissions souvent trouver des actions qui vont dans le sens de ne pas trop, on va dire quoi, trop serrer la population, mais ce n'est pas aussi trop dégrader notre nature. Alors, monsieur, non, je vous ai vu à Caissier lorsque le DG donnait ses arguments par rapport aux mangroves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces arguments selon lesquels il ne faut pas aller avec la manière forte, mais il faut plutôt trouver les moyens, des mécanismes pour pouvoir satisfaire toutes les parties, c'est-à-dire protéger la mangrove et permettre aussi aux populations de pouvoir vaquer à leurs occupations? Déjà, j'ai envie d'abord de dire qu'en fait, la biodiversité fournit des services et des ressources qui permettent aux activités économiques d'éclore. Lorsque le DG fait mention de ce que vous venez d'indiquer, c'est qu'en fait, nous devons considérer la biodiversité ou l'environnement comme un grenier. Voyez-vous, quand vous avez le grenier, vous ne devez pas le dépenser n'importe comment. Il faut tenir compte du lendemain ou bien sinon de l'avenir. C'est la même chose du côté de l'environnement. Tout ce que nous avons du point de vue de l'économie tient de l'environnement. Nous tirons tout de la nature. Et lorsque nous tirons tout de la nature, nous devons savoir tirer. Nous devons savoir aussi gérer nos déchets parce que ça y va également dans l'environnement et ça peut aussi perturber cet environnement. De pourquoi c'est une action que j'ai envie de dire inclusive. Ce n'est pas seulement un seul acteur. Il va également de l'éducation communautaire, de la sensibilisation. Mais c'est vraiment communauté, comme je le disais, c'est toutes des entités qui ont un rapport, que ce soit la communauté qui a besoin de la mangrove parce que bon, ils trouvent un moyen pour faire du bois de chauffe, que ce soit, comme je le disais, l'immigration, parce que généralement ces zones-là sont souvent des zones très occupées par des expatriés. Mais tout le monde doit converger dans le même sens. Ce n'est pas seulement une seule action de l'environnement, puisque l'environnement peut être le lead, peut être le leader, mais toute la composante administrative ou bien toutes les parties prenantes, allais-je dire, doivent être ensemble pour une même action.
D'accord, alors nous allons revenir sur la journée mondiale de la biodiversité. Comment comprendre que depuis plusieurs années, on passe de convention en convention, de protocole en protocole, de COP en COP? On assiste chaque année à la disparition et la destruction de la biodiversité dans le monde. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, Monsieur DG, allez-y. Madame, écoutez, en fait, on peut passer de COP en COP, on va même dire de réglementation en réglementation, mais je pense que tout cela, ça concourt à trouver un équilibre dans ce qu'on fait. Pas forcément l'équilibre biologique ou bien de la nature, non. Mais l'équilibre surtout dans nos comportements. Parce que, voyez-vous, lorsque nous vivons, nous avons un certain comportement. Lorsque nous approchons l'autre, on peut dire le voisin, nous pouvons aussi avoir un comportement. Mais si on adopte le même comportement, sachant que nous ne sommes plus seuls, ça voudrait dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi je dis, tout ce qui se fait, c'est pour que, à la longue, je n'ai pas envie de dire à terme, mais à la longue, que l'on ait de bons comportements ou des comportements citoyens, des responsables, dans tout ce que nous consommons, dans notre manière de nous comporter. Voilà pourquoi vous pouvez voir de COP en COP, parce qu'il se peut, je pense bien qu'à une rencontre, il y a des choses, par exemple, qui ont été oubliées, où on fait d'abord la rétrospective de ce qui a été fait avant, on voit les points négatifs, les points forts. Je pense que dans les prochaines, c'est ce qui revient et puis après, on avance. Alors, monsieur, si on suit les propos du DG, si on doit faire la genèse de ce qui a été fait avant, est-ce que c'est le comportement citoyen qui doit protéger la biodiversité aujourd'hui? Le plan actuel de la biodiversité, en fait, nous partons d'un plan à l'horizon 2030. Jusqu'en 2050, simplement. En fait, comme il l'a dit tantôt, c'est un plan qui invite à toute la composante, un peu comme on parlait des mangroves. Généralement, on pensait qu'en fait, la biodiversité, la protection ou bien la conservation de la biodiversité relevait uniquement de l'action de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Et là, on le dit à tous les secteurs, c'est également le secteur de la biodiversité. On a besoin de tout le monde. Et comme chaque traité mondial, des parties prenantes se retrouvent et font le point et prennent des nouvelles orientations. C'est ce qui s'est passé lors de la dernière COP 15 qu'on a appelé, qui a débouché sur l'accord Kunming-Montréal, qui est le nouveau cadre mondial de la biodiversité. Il ne faut pas voir des COP comme si quelque chose qui sortirait d'un résultat tout fini, que non, on va avoir on va arrêter, on va stopper la dégradation de biodiversité. C'est faire le point, voir ce qui ne va pas et prendre de nouvelles actions par rapport aux choses qu'on a constatées. C'est cela en fait. D'accord, nous allons parler du développement industriel et des impacts sur la biodiversité. On parle de développement durable. Quel mécanisme pour y parvenir pour un pays comme le Gabon? Bon, là aussi, je vais toujours parler de la responsabilité. Parce que si nous ne sommes pas responsables, quelle que soit l'activité, quel que soit ce qu'on fait, on ne le fera jamais assez bien parce qu'on dit le développement durable, c'est d'utiliser tout ce qui est autour de nous de manière responsable pour nos besoins, mais aussi bien pour les générations futures. Donc si on comprend déjà cette définition, on comprend que, justement, comme je disais tout à l'heure, nos manières de nous comporter, nos manières de consommation devraient d'abord changer. Parce qu'en fait, le développement durable, c'est un changement d'abord personnel avant d'être collectif. Et maintenant, pour le cas du Gabon, effectivement, dans tout, il y a des lois qui régissent tout secteur, toute activité. Pour la plupart de ces industriels-là, il y a plusieurs lois qui reprennent le pan environnement, que ce soit au niveau même du ministère de l'Environnement que dans des autres secteurs, nous voyons que des textes sont justement pris pour que ces activités respectent l'environnement. Alors, je vais rebondir en vous demandant, est-ce que c'est juste une affaire de comportement et bien d'état d'esprit? Alors, pourquoi ne pas mettre sur la table des politiques de développement durable de manière assez concrète? C'est pourquoi je parle de textes. Parce que, voyez-vous, il y a ce qu'on appelle du volontariat. Et puis, il y a ce qu'on appelle exigence.
Donc, volontaire, ça voudrait dire que tu t'engages en fait de ton propre gré. Tu peux le faire ou pas. Mais lorsque c'est exigé, ça voudrait dire que tu n'as pas le choix. Et dans le développement durable, nous avons ces deux pans. Le pan de la RSE au niveau justement des industriels, la responsabilité sociétale des entreprises. Normalement, on va dire l'État ou l'administration n'a aucune pression sur les entreprises pour faire cette responsabilité sociétale. C'est elle-même qui se dit, moi je suis une entreprise citoyenne, voilà mes actions que j'engage dans le sens de l'environnement, du développement durable. En dehors de cela, il y a la loi qui légifère justement des activités pour certaines, comment je peux appeler ça, impact par exemple sur la biodiversité ou l'environnement de manière générale, voilà par exemple les sanctions qui vont avec. Alors, M. Novo, au sein de votre ONG, est-ce que vous avez une politique RSE? Et si oui, c'est quoi votre politique RSE au Gabon? Déjà, on ne parlerait plus de RSE, qui est la responsabilité sociale des entreprises, mais la RSO, la responsabilité sociale des organisations. Cela veut dire que même l'État fait de la RSE. VVF est engagé aux côtés de la conservation au Gabon, à la fois aux côtés des communautés, mais également aux côtés de la société civile, mais également aussi à contribuer aux politiques publiques de l'État. Je reviendrai à votre question là tantôt, ce que le directeur venait de répondre, et juste pour ajouter qu'en fait, les mécanismes sont simples. C'est les instruments des politiques publiques. Il parlait de la réglementation, ça peut être de la réglementation, ça peut être aussi des instruments économiques. Comment inciter les populations, par exemple, à ne plus utiliser, par exemple, à une époque là, on faisait la promotion du sachet biodégradable. C'est des politiques publiques. D'abord, le premier instrument, le premier mécanisme. L'autre mécanisme, comme il le disait, c'est les systèmes de labellisation et des certifications qui permettent également de préserver la biodiversité, que l'État peut aussi encourager par les mesures incitatives. On l'a bien vu dans la loi des finances rectificatives 2020, où l'État a fait la part belle aux opérateurs forestiers qui sont certifiés, qui ont les certifications à la fois FSC ou PFC. Donc, il y a ces instruments-là qui sont là pour accompagner le développement durable, qui sont là pour accompagner une politique de développement durable qui intègre toutes ces données. J'ajoute encore une fois, et j'insiste là-dessus, la nature est notre grenier. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons du point de vue économique, elle sort de la nature. Et lorsque nous avons le grenier, il faut savoir utiliser ce grenier-là à ne pas l'assécher de telle sorte que l'avenir ne puisse pas être mauvaise pour nous. Justement, en parlant de politique, le Gabon a la réputation d'avoir des bons textes, mais tout reste dans l'application. Nous allons parler de la conférence des parties sur le changement climatique COP28 à Dubaï en 2023. Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, disait, je cite, « Mon peuple aspire à continuer dans la préservation de ses forêts riches en biodiversité. Mais en échange de quoi? Des certificats de bonne conduite? Hélas, ils ne se mangent pas. » Fin de citation. Alors, monsieur, que dire de ces propos forts du chef de l'État gabonais? Alors, que dire de ces propos? Ces propos sont très pertinents du point de vue, on va dire, langage. Langage, pourquoi? Parce qu'on fait de la conservation, mais en retour, qu'est-ce que nous avons? En fait, en deux termes, c'est ce que ça signifie. Ça voudrait tout juste dire que dans notre pays, parlant de tout ce qui est impact sur le changement climatique et autres, la donne actuelle, c'est se développer en tenant compte, justement comme M. Eugène disait tout à l'heure, en tenant compte de ce qui nous donne ce que nous avons. Parce que, comme on dit, tout ce que nous avons, nous tirons de la nature. Alors, donc la donne, en fait, c'est même une vieille donne, mais qui revient à chaque fois. Vous avez parlé d'une multitude de COP, mais c'est justement ça. C'est peut-être les termes qui changent, mais en fait, c'est la même réalité. Nous avons fait la conservation. Maintenant, il faudrait bien que derrière cette conservation, nous puissions avoir des retombées au niveau économique. Et derrière les retombées économiques, il faudrait bien que nous nous développions. Donc, il faut allier, en fait, conservation et développement.
D'accord. Alors, monsieur Ndong, vous qui êtes membre d'une ONG internationale, à qui profite réellement la conservation et la protection de la biodiversité? Merci pour la question. En fait, en réalité, on a l'impression, sinon, on se dit souvent que la conservation profite à l'Occident. Personnellement, je n'en crois pas. Nous devons considérer ce que nous avons comme un capital. Certainement, il n'y a pas de prix aujourd'hui, parce que c'est ça aussi un problème lié à cela, à l'environnement, mais de voir ça comme une perspective future. Aujourd'hui, on n'arrive pas à monétiser certains biens de la nature, à part les biens économiques ou la composante carbone. Mais alors pourquoi on n'arrive pas? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il faut parce faire? qu'en fait, il n'y a pas encore de marché vraiment structuré. Même aujourd'hui, même vous parlez du changement climatique tantôt, même le marché carbone, c'est encore un marché naissant. Tout n'est pas encore bien structuré. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons conservé aujourd'hui, comme je le dis toujours sur le crédit, on le voit comme si c'est un frein à nos développements. Ça pourrait être une richesse demain. Parce qu'en fait, lorsque les marchés sont... Est-ce que ça relève de l'abstrait? Parce que quand vous le dites, on se dit, c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce que nous allons bénéficier, quand je parle de nous, c'est-à-dire nos parents à l'intérieur du pays vont bénéficier des retombées de cette conservation? Je pense que le chef de l'État, en faisant ce discours à la COP, et s'il faut le commenter, et si vous me permettez, c'était le lieu. Oui. Parce qu'à cette occasion-là, toute la planète, tous les grands dirigeants, tous les pays sont réunis. Et c'est le moment, et c'est quelque chose à d'abord apprécier, c'est le lieu où il fallait faire ce discours-là. Cela veut dire que le premier des Gabonais a fait ce discours-là, ça veut dire que les autres pays comprennent maintenant la position du Gabon. Maintenant, est-ce que cette position-là est acceptée? C'est l'objet des négociations. Je vous ai dit que les COP, ce n'est pas seulement des réunions, c'est des négociations, des prises de position qui permettent aussi d'impacter ou bien à faire avancer les objectifs de la Convention. Et je le dis encore, ne pensons pas que nous faisons la conservation pour faire. En fait, la conservation, en réalité, la conservation, nous la faisons depuis des années. Allez-y dans votre village, madame. Vous allez voir, il y a un pan de forêt qu'on ne touche pas. Soit on va faire nos rites là-bas, soit on va prélever quelque chose là-bas. C'est la conservation. C'est parce que cette forêt que nous préservons dans le village, que nous ne touchons pas parfois, qu'on défend parfois aux enfants de toucher, cette forêt-là, a un rôle vital qu'on souhaiterait préserver, c'est la conservation. Nous l'avons, la conservation, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est parti à un niveau, j'ai envie de dire, un peu modernisé. Exagéré, on peut dire que c'est exagéré quand même. Je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que les approches sont peut-être différentes, qui font en sorte qu'on a du mal à lire, à faire la lecture de ce qui se fait réellement sur la conservation et également de ce qui se fait de façon globale au niveau de la biodiversité. Je terminais par là. Il n'est pas toujours bon d'opposer conservation et développement économique. Si vous faites ça, vous n'allez pas trouver des solutions. Puisque les deux se servent d'une même base, c'est la nature. La conservation, c'est dire aux économiques que produisons responsablement, consommons responsablement. Faisons tout ce que nous faisons en tenant compte de la nature, en tenant compte de tout ce qui existe. Par exemple, ceux qui jettent, par exemple, des sachets de croûte. Là, vous abordez le point de la pollution plastique. On va peut-être passer la parole au DG pour conclure. Oui. DG, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que le Gabon puisse bénéficier de la protection de la biodiversité comme atout de développement? Voilà, peut-être pas pour conclure, juste ajouter un élément très important dont il a parlé, ce sont les approches. Alors, les approches, c'est les visions. La vision, c'est quoi? C'est ce que nous vivons. Je ne sais pas comment les Occidentaux ont leur vision par rapport à notre conservation. Et du coup, au niveau, par exemple, des critères d'éligibilité, par exemple, pour avoir des conventions financières et autres, en fait, il y a comme un frein, comme un facteur bloquant, parce que pour les autres, ils se disent, nous avons fait au niveau de notre pays, ou bien même de la sous-région, de la conservation naturelle. C'est-à-dire, nous n'avons pas fourni d'efforts pour conserver. Alors que les pays qui bénéficient actuellement de ces finances, de ces conventions, ce sont des pays qui ont d'abord dévasté
et qui sont en train de réhabiliter. Vous voyez, c'est pourquoi on parle d'approche. Parce que nous, on s'est dit, ce n'est pas la peine pour nous, par exemple, d'abord de faire dévaster des forêts ou des surfaces de végétation pour après montrer aux yeux à l'international que voilà les actions, par exemple, que le Gabon est en train de mener. Donc, voilà pourquoi, en fait, je parle des approches. Merci DG, c'est la fin de ce plateau spécial. Je rappelle que vous êtes Jean-François Alogo Ondong, directeur général des aires protégées, de la biodiversité et de la prévention des conflits hommes-faune au ministère de l'Environnement. Et à vos côtés, nous avions Eugène, donc coordinateur business et biodiversité à l'ONG WWF. Madame, Monsieur, quant à moi, je vous dis à bientôt sur Gabon 24. Restez fidèles à nos programmes.